Casi, casi. Tengo las mallas, pero no las estoy. Las mías son más como si patinilla. Bueno, yo creo que nunca las cruzo. Antes me lo encontraba en el Mercadona, en algún sitio, bien, y eso se vende ya de Barcelona. Seguro. Porque yo voy mucho por Córdoba. Sí, pero
Doamna primar, bine v-am găsit, mulțumesc pentru primirea frumoasă. Mulțumesc. Domnul președinte. Ziua. Domnule președinte, bună ziua! Ziua. Ziua. Was erwarten Sie von dem Tag heute? Mai discut un pic cu jurnaliștii noștri. Bună ziua! O zi frumoasă, un eveniment frumos. Dați-mi voie să vă spun și dumneavoastră și celor care se uită la noi, felicitări de Ziua Europei. Este o zi frumoasă aici în Sibiu, o zi mare pentru România. Începe summitul de la Sibiu și astăzi, de Ziua Europei, Europa vine în România. Aici, din centrul României, de la Sibiu, se va decide viitorul Uniunii Europene. Peste câteva minute vor începe liderii de state, liderii de guverne să sosească aici, în Piața Mare. Ne vom întruni și vom decide cum va arăta viitorul Uniunii Europene. Avem pregătită o declarație pentru cetățenii europeni, declarația de la Sibiu, care va arăta că suntem hotărâți, suntem uniți, știm ce vrem, dorim să ne implicăm pentru un viitor foarte bun al Uniunii Europene. O zi foarte importantă pentru România, o zi foarte importantă pentru români. Astăzi Europa vine la noi. România contează, românii contează. Domnule președinte, există și un apel al liderilor europeni de Ziua Europei privind participarea la alegerile europarlamentare care se apropie. Sunt printre semnatarii acelui apel și nu întâmplător a fost lansat astăzi de Ziua Europei. Toți președinții din Uniunea Europeană, președinții de state, am semnat un apel prin care îi chemăm pe europeni la urne. Aceste alegeri europarlamentare nu sunt alegeri obișnuite. La aceste alegeri se decide realmente viitorul Uniunii Europene. Vedeți că avem peste tot partide eurosceptice, politicieni populiști, politicieni care nu vor să continuăm în această frumoasă Uniune Europeană, iar cetățenii europeni sunt chemați să decidă prin vot ce fel de viitor vrem pentru Uniunea Europeană. Este clar că avem de ales între partide tradiționale, partide care vin cu soluții și partide populiste, extremiste, care vin cu sloganuri, dar nu cu soluții. Iată, și pentru noi, pentru români, acest vot contează. Și acest vot contează și la europarlamentare și la referendum. Referendumul pe care l-am convocat este despre viitorul nostru în Uniunea Europeană. Acum se decide calea pe care vom merge în Uniunea Europeană. Și merită să votăm, fiindcă am muncit, noi toți am muncit ani de zile ca să ajungem aici. România este o țară europeană, este o țară respectată, se vede. Vor veni toți liderii europeni astăzi aici la noi. Haideți să fim pro-europeni, să mergem la vot, să votăm
pentru viitorul nostru european. Votul românilor contează în România și contează în Europa. Domnule președinte, puteți în discuțiile informale ridica și o problemă care ne doare pe noi în România, cea a spațiului Schengen. Știm foarte bine cât am muncit pentru a fi parte din spațiul Schengen. Vedeți, am muncit enorm de mult și această chestiune Schengen am pus-o în discuție de nenumărate ori și fiți sigur că și astăzi voi discuta despre lideri europeni, despre Schengen. Însă, vedeți că lucrurile nu merg întotdeauna așa cum ne imaginăm. Avem politicieni care, din păcate, au arătat Europei că nu avem numai o față frumoasă, avem și politicieni care atacă justiția, din păcate, avem politicieni care, din păcate, atacă chiar și instituțiile europene și în aceste condiții, din păcate, în loc să mergem mai departe, să fim acceptați cu totul și inclusiv în spațiul Schengen, au apărut acele discuții despre statul de drept din România, discuții care, evident, au fost antamate de politicienii noștri care vor altceva decât binele României. Românii își doresc să fie europeni și vă promit că vom rămâne și pot să vă promit că peste puțin timp, probabil nu astăzi, dar peste puțin timp, vom fi și în Schengen și vom scăpa și de MCV. Se vorbește despre unitatea Europei la Sibiu, domnule președinte, dar scena politică internă pare mai dezbinată ca niciodată. Aveți un mesaj inclusiv pentru majoritatea guvernamentală care nu e prezentată. Am un mesaj clar pentru români. Haideți să decidem împreună viitorul României. Haideți să mergem la vot, să avem un rezultat clar și să știm ce vrem. Eu vreau România puternică în Europa. Spuneați despre viitorul Ich habe euch gehört. Komm sofort. spuneați despre viitorul Imediat. României în Europa. Se va regăsi pe tema discuțiilor de astăzi și problema securității energetice, mai ales dacă ne gândim că noi suntem în Europa de Est. Pe agenda strategică, cu siguranță, această chestiune se va regăsi. Astăzi bănuiesc că în cadrul discuțiilor vom aborda pentru a stabili liniile directoare pentru agenda strategică pentru următorul mandat și chestiuni legate de climă, chestiuni legate de securitate energetică. Toate acestea vor fi discutate. O să vedeți în declarația de la Sibiu, multe chestiuni vor fi enunțate, dar următoarea fază este la Consiliul din iunie, când stabilim agenda strategică pentru următorul mandat. Veți participa la meetingurile PNL pentru referendum pe care le organizează? Eu voi participa la meeting-uri pentru a face cunoscut referendumul, da. Domnule președinte, Vă rog. ați scris că ați redactat cu pixul pe hârtie declarația de la Sibiu. Am contribuit un pic la declarația de la Sibiu. Mulțumesc, ne mai vedem astăzi. Die Zukunft Europas sieht gut aus. Deshalb kommen wir heute hier zusammen, hier in Sibiu-Hermannstadt, mitten in Rumänien. Für mich ist das ein Zeichen, dass Rumänien definitiv in der Europäischen Union angekommen ist. Wir kommen zusammen, über die Zukunft der Europäischen Union zu diskutieren. Zukunft bedeutet Sicherheit für unsere Bürger. Das bedeutet, dass wir die Krisen vernünftig beenden und vernünftig weitermachen. Das bedeutet, dass wir wissen, wie wir in Europa weiterkommen, wie die Entwicklung in Europa weitergeht. Das bedeutet, dass die Europäische Union eine relevante Stimme im globalen Konzert bekommt. Das bedeutet Energiesicherheit. Das bedeutet eine ganz große Verantwortung für unseren Planeten, für Klima und vieles anderes, was alles dazugehört. Das wollen wir heute hier besprechen. Es wird eine Erklärung von Hermannstadt, von Sibiu geben und im Juni werden wir das dann alles besiegeln im Rahmen eines formellen Summits. Spitzenkandidaten, ja, wir stehen vor der Europawahl. Es sind noch 2 Wochen bis zur Europawahl.
Ich komme gerade von einem Summit der Volkspartei und ich denke, wir haben da einen sehr guten Kandidaten, Manfred Weber. Andere haben auch Kandidaten, aber letztendlich, darum gibt es Wahlen, damit die Wähler bestimmen, wer das Sagen hat. Ich wünsche mir persönlich, dass die Europäer ihre Stimme Parteien geben, die Verantwortungsbewusstsein haben, die Verantwortungsbewusstsein bewiesen haben und die wissen, wie man die Probleme angeht und auch löst. Wir wissen alle, zurzeit gibt es eine ganze Menge von Populisten, von Extremisten, die alle schön klingende Slogans klopfen, aber Lösungen haben die keine. Von daher die Verantwortung für die Zukunft der Europäischen Union liegt bei uns und beim Wähler. Ich hoffe, dass das alles gut weitergeht. Soll der Spitzenkandidat mit den meisten Stimmen EU-Kommissionspräsident werden? Ja oder nein? Sind Sie dafür? Oder Das dagegen? Modell Spitzenkandidat gibt es seit der vorigen Wahl und es ist richtig, dass man einen Spitzenkandidaten hat. Schließlich wollen die Europäer jemanden sehen, der da für die Partei steht. Und weil die Rede darauf kam, ja, ich möchte das Modell Spitzenkandidat weiter, aber persönlich wünsche ich mir noch viel mehr für die Europäische Union. Ich denke, die Union und ihre Bürger sind ein bisschen auseinandergedriftet. Wir müssen wieder zusammenkommen. Politiker und Wähler kommen in Wahlen zusammen. Und ich denke, wenn wir Europa, die Europäische Union, wieder näher an den Wähler bringen wollen, dann müssen wir dem Wähler etwas zu wählen geben. Man sollte doch direkt wählen können, sei es den Präsidenten des Europäischen Rates, sei es den Kommissionspräsidenten. Dann erst hätten wir wirklich einen Spitzenkandidaten, den der Europäer wählt und weiß, wenn der gewinnt, dann ist er da. Haben Sie Angst, dass Donald Trump den Spitzenkandidatenprozess heute Abend an sich reißt? Nochmal bitte. Haben Sie Angst, dass Donald Tusk den Spitzenkandidatenprozess heute Abend an sich reißt und damit beerdigt? Nein, wir sind vernünftige Politiker und wir werden den Wahlkampf so führen, dass die Europäer auch was davon verstehen und dass sie auch die Hoffnung und den Optimismus, den ich zum Beispiel vermitteln will, hier mitbekommen. Mr. President, question in English or in French, please. You are discussing the future of Europe in Romania, and the future of Europe depends also with what's going on around Europe. Are you worried that the nuclear deal, that Iran will leave the nuclear deal, and will pose a direct threat to the European Union security? This is problematic, and my opinion is that the deal has to be saved. It's a good deal, it's a fair deal, and we have to stick to it. What does that EU do? Thank you. Vă rog, mulțumim frumos. Întrebarea este dacă această zi istorică pentru România și pentru Sibiu va reprezenta pe viitor ceva. Știm că aici vor fi discuții de principiu și că tot ceea ce se pune aici ca bază pentru agenda strategică a Uniunii Europene se va adopta la Consiliul de Vară din iunie. Totuși, așteptăm o declarație de la Astăzi Sibiu. vom avea declarația de la Sibiu care va arăta că noi suntem uniți, știm în ce direcție vrem să mergem, știm cum să gestionăm problemele Uniunii Europene. Trebuie să fim realiști, la 2 săptămâni de alegerile europarlamentare. Vrem să transmitem optimism, vrem să transmitem un sentiment bun pentru viitorul Uniunii Europene. Fiindcă noi suntem hotărâți să ne implicăm, să rezolvăm problemele Uniunii și să definim un viitor bun, prosper, sigur pentru cetățenii europeni, să eliminăm aceste sentimente de incertitudine, de insecuritate, care ușor au apărut la mulți europeni. Nu este cazul, fiindcă noi vom gestiona problemele bine. Se vorbește. Poate juca un rol mai important, domnule președinte, în viitor? Vedeți că rolul important al României se vede astăzi. Aici, în centrul României, în Sibiu, se discută viitorul Uniunii Europene. Este o zi mare pentru România și pentru români, fiindcă astăzi, de Ziua Europei, Europa vine la noi în România. România contează,
românii contează și acesta este un mesaj foarte important pentru noi aici. Pe de altă parte, da, suntem hotărâți să ne implicăm pentru a rezolva problemele, oricare ar fi ele. Domnule președinte, se vorbește și despre Brexit. Sub uva unui Brexit și eșecul acestui Brexit sau incertitudine. Da, acest summit nu este despre Brexit. Inițial trebuia să fie acest summit imediat după Brexit. Brexitul încă nu s-a întâmplat, însă chestiunea Brexitului nu va fi pe agenda discuțiilor de astăzi. Vă mulțumesc! Ne mai vedem! Da, să meargă la vot, fiindcă votul contează, și votul la alegerile europarlamentare și votul la referendum. Este despre viitorul nostru european, așa că mergeți la vot. Nu credeți că sunt dezamăgit? Mr. President, quick word in English. What is the future for Europe in your view? It's a good future. It's a good future, and this is why we come together today in Sibiu. We are talking about the future of the Union. We are united. We know what to do. We know when to do, and we know how to do. We are designing the guiding lines for the strategic agenda for the next mandate, and we are very determined to maintain the European Union as a very successful project. Do you think that will be tricky? Will that be hard? To jest bardzo dobre pytanie.
Sta ancora là che gira. L'hanno reso sulla biblioteca.
Any word on those economic forecasts? Are you happy with them? What is the future going to be like? Buongiorno. Si inizia a parlare di nomine in vista anche al prossimo voto. Che cosa rischia l'Italia e quali sono gli obiettivi dell'Italia in Europa per la prossima tornata? Gli obiettivi dell'Italia sono di avere anche un'adeguata rappresentanza negli organi europei, ovviamente. Chiaro, si inizia a parlare di nomine e quindi adesso si lavorerà da qui alle prossime settimane, aspettiamo anche le elezioni europee e si parlerà anche di questo. Il rischio dell'isolamento noi ce l'abbiamo sempre, è il nostro complesso, vero, quello di essere isolati. In realtà poi, come vedete, non siamo in effetti mai isolati in nessuna partita e confideremo di non esserlo neppure qui. Però bisogna lavorare. Noi appoggiamo gli spitzencandidati o le prerogative del Consiglio di decidere sulla designazione del Presidente della Repubblica? È una partita ancora aperta, quindi non mi fate parlare di strategie. Il caso Siri è caso chiuso? Com'è? Il caso Siri è un caso chiuso? Era un caso di ieri. Come si supera la litigiosità nel governo, Presidente? Questa volta i commissari europei hanno la possibilità di fare contemporaneamente campagna elettorale e lei ha visto che la stanno facendo contro delle aree precise. L'Italia intende sollevare questo problema perché non era mai successo. I commissari e la Commissione europea hanno istituzioni che sono indipendenti e dovrebbero stare fuori dalla campagna elettorale. Ma è chiaro che anche in alcune dichiarazioni, come sapete, in passato abbiamo visto che, come dire, delle volte ci sono alcuni commissari che intendono il loro ruolo, diciamo, propendono più per la dimensione politica, si spingono un po' e semmai per in qualche misura trascurano, diciamo, il profilo istituzionale. Io sono per un'interpretazione del ruolo istituzionale fino in fondo. Archiviato il caso Siri, come si supera la conflittualità nel governo guardando avanti? No, ma ieri è stata anche un'occasione non solo per affrontare, diciamo, i temi all'ordine del giorno, ma anche per anticipare un po', che abbiamo già iniziato un po' a anticipare quali sono i temi che dobbiamo affrontare prossimamente. Siamo tutti determinati, siamo al governo non certo per lasciarci distrarre da polemiche, siamo tutti determinati a lavorare, abbiamo un programma, una strategia di governo che è molto fitta, un'agenda molto impegnativa. Quindi da questo punto di vista siamo già ben concentrati sui prossimi temi. Presidente Carige l'ha bruciato, Presidente. Come lo vede finora? Lo vedo bene, Ioannis sta facendo bene, oggi siamo suoi ospiti e mi fa piacere, come dire, anche a un paese amico dare una testimonianza di amicizia a tutto il popolo rumeno. Sulle vicende di Casal Bruciato, Presidente, come la vede la situazione? Per quanto mi riguarda la legge va applicata. La legge va applicata. Presidente Carige, la salverete con soldi pubblici? Com'è? I numeri sulla nostra economia sono abbastanza, diciamo, scoraggianti, i numeri della Commissione europea. Lei cosa ne pensa? No, sono scoraggianti le valutazioni della Commissione europea, non i numeri della nostra economia. I numeri della nostra economia mi auguro che siano sempre migliori. Però abbiamo dei segnali, ne abbiamo già parlato, nel primo trimestre anche positivi per quanto riguarda la produzione industriale, per quanto riguarda il livello di disoccupazione. Cioè quando abbiamo delle buone performance, diciamocelo, almeno noi, visto che non ci viene riconosciuto spesso dagli altri. Invece lì c'è un discorso diverso, ci sono delle valutazioni che ho definito ingenerose, ma ripeto, mi limito al fatto oggettivo. Nella proiezione della Commissione noi non cresceremo più. Tutte le misure che abbiamo adottato negli ultimi mesi, uguale effetto zero nei trimestri a venire. Beh, significa, come dire, una previsione veramente che io definirei molto pessimistica. Chiama la Germania, Presidente. Com'è? Ma questa è una conferenza stampa, non un dossier. Scusate, scappo perché sennò poi blocco. C'è anche la collega. Senta Carige, la salverete con soldi pubblici, Presidente? Don't run. Buongiorno.
We'll see. All will depend how the result will be, of course, and if we are able to find a compromise to support all of the Spitzenkandidaten. But we'll see. How can we save the Iran deal? The Iran deal. The deal with Iran. Oh, it's a difficult question now for this moment for me. Mr. Prime Minister, why the Hungarian anthem disturbs you? What? Why the Hungarian anthem disturbs you? It doesn't disturb nobody, be sure. Okay. Of course. Čo čakáme od dnešného summitu zo slovenskej strany, nejaký konkrétny záver alebo... Vnímame to ako pokračovanie iniciatívy Bratislavského summitu počas nášho predsedníctva. Mali by sme vyslať jasný signál, že lídrom Európskej únie je celkom jasné, ako má vyzerať budúcnosť Európskej únie, ako sa má uberať, aké budú priority. Pevne verím, že nebude to dnes len nejaké všeobecné pojednanie, ale že tie závery budú čo najkonkrétnejšie. Ďakujem pekne. Zdravíme Slovensko. Ja, det er han siger. Skal vi også have Leipzig? Er jo et lortespørgsmål. Mr. Orban, you want to say... I promised, yeah? Should we keep it? We'll see. What do you think of Iran? Do you think we can save the deal? Please stay here. Messze a vége. Good. Niin, nyt olisi aika... Guten Tag, ich
freue mich, heute in Sibiu Hermannstadt zu sein und möchte mich auch bei allen, die an der Vorbereitung dieses Gipfels teilgenommen haben, ganz herzlich bedanken für die Gastfreundschaft. Es ist ja symbolisch, dass wir uns während der rumänischen Präsidentschaft hier in Sibiu Hermannstadt versammeln und das am Europatag, an dem Tag, an dem 1950 Schuman die große Erklärung abgegeben hat und aus der dann das Europäische Einigungswerk geworden ist. 30 Jahre nachdem die großen Umbrüche in Europa stattgefunden haben und nun fast 15 Jahre nachdem die große Erweiterungsrunde stattgefunden hat der Europäischen Union, sind wir alle sehr, sehr gerne hierher gekommen. Wir werden heute über unsere strategische Agenda für die Zukunft sprechen. Wir werden eine Erklärung verabschieden, die noch einmal deutlich macht, unbeschadet auch unserer politischen Unterschiede, glauben wir alle Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass das gemeinsame Handeln besser ist. Und zwar zum einen nach innen, um den Frieden zu erhalten, um Wohlstand zu erzeugen, aber auch für unsere Stimme nach außen, für das Eintreten für unsere Werte auf der Welt. Denn die Welt schläft nicht. Wir müssen innovativ sein, wir müssen stark sein, wir müssen geeint sein. Und dafür werden wir heute werben. Ich werde das jedenfalls für die deutsche Bundesregierung tun. Herzlichen Dank. Dass Herr Orban Sind Sie Kandidatin für die EU-Kommission? Bonjour, bonjour, ça va très bien et vous? Hello.
Process at the European elections. Should the strongest candidate become the Commission President? Yes or no? We need a president that will support the unity of European Union. So we need a president that will support the fundamental ideas of the European Union, which is solidarity, democracy, social cohesion. So we need a president that will be against the neoliberalism, against austerity, and of course against this xenophobic approach of some extreme right forces that are rising up now in the European Union. So this president is not Weber. This is my position. Iran has just been put on the agenda. How can we save the Iran deal? Okay, this is a difficult question. Okay. Standing strong. Do you think the future of Europe should... Νομίζω ότι σήμερα τόσο εγώ όσο και ο πρόεδρος Αναστασιάδης θα θέσουμε πρακτικά το ζήτημα αυτό. Διότι πιστεύουμε ότι στην ουσία είναι ένα ευρωπαϊκό ζήτημα. Η αντιμετώπιση του αφορά το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο την Κύπρο. Το διεθνές δίκαιο δεν μπορεί να παραβιάζεται. Και νομίζω ότι και ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια κοινή θέση όταν παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο στην περιοχή της. Διπλωματία ή κυρώσεις? Πρώτα απ' όλα διπλωματία. Dat we in de komende weken de belangen van de liberale familie, maar ook van België, van Nederland, we zitten natuurlijk ook als premiers van onze landen, maar ook uiteraard van onze families, dat we die goed behartigen. En Manfred Weber, is dat geen goede kandidaat commissievoorzitter? Maar het heeft geen zin om te gaan speculeren. Nog een vraagje over de verklaring van Sibiu. Staat Nederland nog achter een sterk Europa? Want die wordt een beetje teruggefloten. De Tweede Kamer vindt dat de bepaling steeds hechter verbond wordt. Wij staan voor een sterke Unie, maar niet voor een Unie waarvan er een soort historische wetmatigheid is dat die steeds hechter moet worden. In de zin van steeds meer soevereiniteit overdragen. Dus een sterk Europa is een Europa dat zich richt op een aantal grote thema's. Waar afspraak is, waar democratie en de rule of law centraal staan. Maar niet een Europa wat per definitie steeds meer naar elkaar moet toegroeien in de zin van soevereiniteit overdragen. Oké, tot later. And you're watching, no doubt, what's going on between Beijing and Washington. I wonder, do you think that the European Union will be able to maintain a united front during trade negotiations with Washington, with Mr. Trump in the White House, based on what you're seeing with his behavior towards the Chinese? I don't think that the European Union is able to do that. Yes, why wouldn't Because I think you have people like the French saying, well, we want to make sure that agricultural products are kept out of this conversation, and then you've got the US trade representative saying, well, agricultural products have to be part of these conversations. Well, at the moment we have a European position to negotiate, which doesn't have to be based on unanimity. This is always a European Union of 28, so far still 28 member states. That means that you will always see that decision making is not fast, that you need to come to compromises, as there is a compromise on this position. But that position now will be forcefully negotiated with the US. Are you concerned? Prime Minister, can I ask you a question on Iran, please? Hebt u zin om opvolger van president Tusk te worden? Nee, ik ben geen kandidaat. Nee.
very general question. It's a very general summit. I hope a Europe which will focus on a few important issues like the internal market, migration, climate, big on the big things, small on the small things, a Europe where a deal is a deal, a Europe where the rule of law and democracy is upheld, that type of. And you feel you're connecting with the people? Expansion of the Schengen area. Mr. Prime Minister. Glaube ich, dass es Folkepartiets side om, at man skal have lov til at have den nuværende grænsekontrol som minimum i hele næste regeringsperiode. Er det noget, som du vil kunne leve op til? Altså, vi har jo grænsekontrol, vi har lige forlænget den, og det vil vi blive med at gøre, så længe der er behov for det. Det er, hvad jeg kan sige om det umiddelbart. Men ellers er det rigtigt, det handler om EU's fremtid, vi tager rundt på debatten her i dag. Og noget af det, jeg selv lægger vægt på, det er jo klimadelen. Hvor jeg sammen med Macron og en række andre kolleger har lavet et såkaldt non-paper for at prøve at holde det her højt på dagsordenen, fordi når man lytter til den hjemlige danske debat, så fornemmer man sådan en konsensus om, at det her det er meget, meget vigtigt. Når man snakker med kollegerne her, så er det ikke alle, der bare lige automatisk køber ind på det. Så det er lidt vigtigt, at vi også får brugt møde her i dag til at få talt det op på den politiske dagsorden. Men hvis vi vender tilbage til grænsekontrollen, så er kravet til Dansk Folkeparti, at man faktisk skal have. Synes du det? Det er ikke noget nyt synspunkt for Dansk Folkeparti. Jeg har godt noteret mig meldingerne i dag, og nogle af dem er jo interessante. For eksempel meldingen om, at man nu ikke synes, der skal være nogen afstemninger i næste valgperiode, fordi indtil jeg hørte det i morges, så havde jeg jo det indtryk, at Dansk Folkeparti havde forslag om, at vi skulle have sådan en Brexit-inspireret afstemning, og det er de så åbenbart puttet ned i skuffen, og det synes jeg, der er positivt. Man spørger til, for et år siden på Europadagen, der holdt du sådan en tale om, at vi skulle tale Europa mere op, og ikke kun tale det ned. I fredags, der kom der fra regeringen sådan en 30-40 sider om, hvordan man skulle sikre mere rimelighed og mere fairness i EU. Hvad er det egentlig for en EU-linje, regeringen står for? Ja, det er jo den, jeg lancerede for et år siden, og det er rigtigt på Europadagen, og det er jo Europadagen i dag. Der skulle jeg i gang med en debat. Der har været mere end 100 møder rundt omkring i Danmark, inklusive en stor folkehøring på Fyn. Og Europa står højere i danskernes. We have to re-enter a virtuous. Det er godt. Og så skal der også være fairness i det. Det har jeg aldrig lagt skjul på. Og den publikation, du henviser til, det er jo en publikation, der omfavner den frie bevægelighed. Jeg fører valgkamp derhjemme over for en konkurrent, som for nylig sagde, at man skulle tage et opgør med den frie bevægelighed. Det skal det ikke. Altså, den frie bevægelighed er et gode, og uden den frie bevægelighed, så ville der ikke have været et opsving i Danmark, for vi er dybt afhængige af den europæiske arbejdskraft. Men det skal jo foregå ordentligt. Og de forslag, der var på bordet, som vi så heldigvis har fået af bordet, i hvert fald midlertidigt, om at man skulle have dagpengeret, altså samme dag man ankom til Danmark, det er at vride det her for langt. Så derfor har vi længe kørt en rimelighedsdagsorden. Det er også der, hvor forslaget om indekseret børnechecken for eksempel kommer ind. Det går fint hånd i hånd. Men er det specielt visionært? Ja, det er det.
Lars Løkke Rasmussen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at både østeuropæerne, men især også tyskerne er meget klimadanske i klimadagsordenen. Hvad kan sådan et udspil fra altså nu kommer med gøre af konkret forskel på sådan noget i dag? Jamen, det kan holde det på dagsordenen. Det var faktisk på det sidste. D'abord, je suis extrêmement heureux que nous nous retrouvions aujourd'hui en cette journée de l'Europe, ce 9 mai, tous ensemble à 27 à Sibiu. Et ce que aujourd'hui nous venons faire, c'est parler de l'Europe, d'avenir, de projets communs. Il y aura dans un peu plus de 15 jours, et en fonction des pays à des dates qui peuvent être légèrement différentes, nos élections européennes, où plus de 400 millions de citoyens européens auront à choisir, avec une alternative très claire. Est-ce qu'on veut construire ensemble encore, même différemment, en améliorant les choses, ou est-ce qu'on veut déconstruire ou détruire l'Europe et revenir au nationalisme? Et c'est ce choix qui nous est posé dans beaucoup de pays et qu'il faut affronter et qui est pour moi un choix absolument crucial des prochaines années. Nous allons aujourd'hui parler d'avenir, mais moi je veux être très clair sur le projet que nous devons défendre. Il y a beaucoup de choses qu'on a fait depuis 70 ans, et tout particulièrement ces 2 dernières années. On a fait avancer la défense, on a fait avancer les sujets commerciaux, la protection de nos intérêts stratégiques, on a fait avancer aussi une Europe sociale et mieux intégrée. Mais nous avons énormément de défis devant nous. Et j'en vois 3 tout principalement. Le climat. Je suis heureux que nous ayons pu rassembler 8 autres États membres pour justement réussir à obtenir un engagement zéro neutralité carbone, zéro émission de CO2 à horizon 2050. C'est un engagement essentiel, mais nous avons besoin d'une nouvelle ambition climatique. Et le deuxième, c'est la protection de nos frontières, la sécurité de l'Europe. Il nous faut à cet égard refonder Schengen. Le troisième, c'est de bâtir le modèle de croissance et le modèle social de l'Europe de demain. Et à ce titre, je crois qu'il est extrêmement important d'avoir une Europe qui investisse dans l'intelligence artificielle, le numérique, qui protège en même temps la sécurité de ses citoyens et qui, de manière très concrète, puisse aussi faire avancer la convergence sociale. Voilà les ambitions que nous allons porter. J'aurai l'occasion de revenir tout à l'heure, nous allons sans doute en parler. La France, depuis le début, est engagée très fortement aux côtés de l'accord nucléaire que nous avons signé, négocié. Cet accord n'est pas suffisant, nous souhaitons le compléter au-delà de 2025, en suivant l'activité balistique de l'Iran, en régulant aussi son activité régionale. Mais notre souhait est déjà de maintenir ce pilier du JCPOA, et donc de l'accord de 2015. Il faut le maintenir, l'Iran doit rester dans cet accord et nous devons tous œuvrer pour qu'elle y reste. Je vous remercie. Non, je suis clair depuis le début sur ce sujet. Je ne crois pas que ce soit la bonne manière, sauf à faire des vraies listes transnationales européennes. En ce 9 mai et ce jour de l'Europe, nous allons nous retrouver à 27 pour parler non pas de divorce, de séparation du passé, mais de nos projets d'avenir et des projets communs. Et nous le faisons alors que dans 15 jours, un peu plus de 400 millions de citoyens européens auront à choisir. Le choix des européennes qui arrivent est essentiel. Et ils auront à choisir entre des projets qui visent à construire l'Europe
encore, si je puis dire, différemment, avec des inflexions qui peuvent être de sensibilités diverses, mais qui sont des projets pour construire, et puis des projets qui veulent détruire, déconstruire l'Europe et revenir à des nationalismes. Et ce clivage, il existe dans tous les pays européens, et ici aussi très fortement. Et donc, nous devons aujourd'hui le faire comprendre à nos concitoyens et faire comprendre que les un peu plus de 70 années que nous avons vécues ensemble ne sont pas acquises de toute éternité, que nous avons encore à améliorer les choses, que face aux défis du monde contemporain, l'Europe est essentielle, et que nous avons donc à inventer, redonner une légitimité, une force à ce projet. Nous avons, ces 70 dernières années, fait beaucoup de choses. Et ces 2 dernières années, quand je regarde ce qu'on a fait en matière de défense européenne, de protection de nos intérêts stratégiques, d'avancée en matière d'Europe sociale, je pense aux travailleurs détachés, d'approfondissement de la zone euro, on a fait beaucoup. Mais je crois qu'on doit maintenant aller plus vite, plus fort, et être sur un projet de refondation en profondeur, ce projet de renaissance auquel je crois. Moi, j'attends 3 choses principales, je dirais, au cœur de cette période et pour la Commission, le Parlement, les institutions à venir. La première, c'est d'avoir une vraie ambition climatique. Je suis heureux que nous ayons réussi à obtenir et à convaincre 8 autres pays membres de signer un texte ambitieux aujourd'hui. Ce texte, il porte très clairement notre ambition d'avoir 0 émission de CO2 à horizon 2050, au plus tard, et donc d'aller sur cette neutralité carbone que nous allons mettre dans la loi française, avec, je dirais même, des échéances avant. Mais sur le climat, nous devons aller plus loin, plus fort. Ça a été d'ailleurs le sens du choix que j'ai fait, il y a quelques semaines, de m'opposer à la réouverture de négociations commerciales avec les États-Unis, en raison du fait qu'ils ne sont pas au rendez-vous de l'ambition climatique. La deuxième chose, c'est qu'il nous faut une Europe qui protège, et donc avoir une Europe qui, en particulier aux frontières, protège les Européens et les Européennes. Et en cet égard, pour moi, la refondation de Schengen, avoir une vraie protection est absolument essentielle. Ça fait partie d'ailleurs de ce que nous avons à l'issue de ce sommet et qui fait partie des ambitions partagées pour la prochaine Commission et le prochain Parlement. Et puis la troisième chose, c'est de bâtir un nouveau modèle économique et social de croissance. C'est absolument essentiel. On a besoin d'une Europe qui investisse dans l'innovation, l'intelligence artificielle, le numérique, qui soit à la pointe de ces sujets qui vont définir notre croissance de demain et qui puisse nous représenter, nous défendre face aux États-Unis et à la Chine. Sinon, ce sont d'autres modèles qui l'emporteront. Et d'avoir aussi une Europe qui retrouve la promesse initiale, celle de nos pères fondateurs, qui était aussi celle de la convergence sociale. Et c'est pour ça que je défends cette idée d'un salaire minimum européen, c'est-à-dire que tous les citoyens européens puissent vivre mieux par l'Europe. Voilà, le climat, la protection de nos frontières, un modèle de croissance et un modèle social réinventé qui d'ailleurs correspond à la promesse initiale. C'est profondément ce que je veux pour les prochaines années, ce que nous allons aujourd'hui débattre ensemble à 27. Les citoyens attendent aussi une position morale de la part de l'Union européenne et notamment des États membres. Pour quelles raisons continuez-vous à vendre des armes à l'Arabie Saoudite avec le risque de voir ces armes utilisées au Yémen? Vous avez parfaitement raison et c'est un sujet qui est extrêmement important auquel je me suis toujours attelé. Il est tout à fait vrai que la France a des alliés dans la région. L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis sont des alliés de la France. Et ce sont des alliés dans la lutte contre le terrorisme. Et donc nous l'assumons totalement et ce sont des alliés que nous accompagnons avant tout par des accords gouvernementaux. Je rappelle qu'aux Émirats Arabes Unis, nous avons une des plus grandes bases françaises à l'étranger. Et donc en effet, il y a des relations qui se font sur le plan militaire. Et nous, comment nous gérons les choses? Il y a un comité qui gère ces exports, qui se fait sous l'autorité du Premier ministre, et dans lequel les choses d'ailleurs ont été durcies ces dernières années, et où nous demandons la garantie que ces armes ne puissent pas être utilisées contre des personnes, contre des civils. Vous l'avez obtenue? Et donc elle a été obtenue. Néanmoins, il est tout à fait vrai que la France, depuis plusieurs années, d'ailleurs au plus fort il y a 5-6 ans dans les contrats qui ont été faits à l'époque, a vendu des armes à la fois aux Émirats Arabes Unis et à l'Arabie Saoudite. L'essentiel des armes qui ont été vendues sont plutôt utilisées à l'intérieur du territoire ou à la frontière, mais elles sont utilisées dans le cadre d'un conflit. Vous avez raison. Néanmoins, je tiens ici à dire ce que nous avons rappelé, c'est-à-dire d'avoir la garantie que ce ne soit pas utilisé contre des populations civiles. Mais je vais être très clair avec vous. On doit être dans les moments difficiles aux côtés de nos alliés quand on en a, et la guerre contre le terrorisme est pour nous prioritaire. Maintenant, comment justement être au rendez-vous de ce conflit moral, si je puis dire, et de ce que vous soulevez avec beaucoup de justesse? La première chose, c'est en faisant de la transparence et en étant exigeant avec nos partenaires, on continuera de l'être. La deuxième chose, c'est aussi en nous engageant davantage dans la résolution du conflit au Yémen. Le conflit au Yémen est une des plus graves crises humanitaires que nous ayons aujourd'hui à affronter.
Et donc j'ai rediscuté il y a une dizaine de jours avec le prince héritier des Émirats Arabes Unis. C'est un des sujets que je veux pouvoir discuter avec l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en juin au Japon. Nous avons nous-mêmes organisé une conférence humanitaire à l'été dernier sur ce sujet et donc on va s'engager aux côtés des Nations Unies davantage pour résoudre ce problème. Lundi, vous parlez d'environnement, là vous le mettez aussi au cœur de cette réunion. Beaucoup de vos adversaires dans cette campagne européenne disent que c'est un point de vue un petit peu électoraliste, enfin une fin électoraliste. Qu'est-ce que vous leur répondez? D'abord, je regarde ce qu'on a fait 2 ans. On ne peut pas dire que l'environnement n'a pas été au cœur du travail du gouvernement, comme d'ailleurs de ce que j'avais proposé aux Français. Nous sommes le seul pays d'Europe qui s'est engagé sur la fermeture de toutes ces centrales à charbon. Et ce n'est pas chose aisée, hein. On va le voir en réalité, je vous invite à aller voir dans tous les territoires où on le fait, ce sont des vraies transitions, ce sont des milliers d'emplois qu'on doit changer. On est les premiers aussi à avoir pris des engagements clairs sur la fin des exploitations hydrocarbures, et avec des engagements pour beaucoup de nos territoires, en particulier outre-mer, qui sont importants et lourds en termes d'opportunités économiques. Nous avons lancé sur la biodiversité, je le rappelais, Nicolas Hulot était d'ailleurs ministre d'État à l'époque, un plan biodiversité de plus de 60 actions. Donc on a l'impression que les choses s'oublient. Cette ambition, elle est extrêmement importante, mais on ne peut pas dire que nous ne sommes pas au rendez-vous. Néanmoins, j'ai aussi beaucoup écouté, je suis pleinement conscient de ce que notre jeunesse nous demande, de ce que nous sommes en train de vivre. Je vois aussi beaucoup de pays qui se détournent de cet objectif et donc j'ai sans doute moi-même considéré ces derniers mois que nous devions encore plus nous engager sur ce sujet. Et je crois d'ailleurs qu'on ne peut pas sortir de la crise que la France a traversée en considérant que l'écologie serait la variable d'ajustement. Pour moi, c'est tout le contraire. Et d'ailleurs, il faut rendre grâce à beaucoup de gens qui ont manifesté, qui se sont mobilisés, y compris pour le pouvoir d'achat, pour pleinement reconnaître le fait qu'ils ont aussi porté l'ambition écologique. Et donc c'est aussi pour ça que j'ai décidé qu'on mette en place des instruments nouveaux en France, ce Conseil de défense écologique. On va mettre en place cette vraie convention citoyenne qui doit s'appuyer sur notre ambition et ce qu'on a décidé, mais qui va nous aider aussi à aller plus loin. Donc il y a ce qu'on fait en France. Mais vous savez, l'Europe est essentielle dans le combat écologique. Je l'ai toujours dit. La France a mené à l'automne 2017 le combat pour le glyphosate. Sans nous, on repartait pour 15 ans de glyphosate. C'est la France qui a construit un accord pour qu'il n'y ait plus que 5 ans. Et nous, on a même décidé d'aller plus loin. Mais l'Europe est clé si on veut pouvoir taxer les grandes entreprises polluantes. Si on le fait seul en France, ça n'aura aucun impact. Les entreprises se déplaceront dans le pays voisin, dans le même marché européen. Si on veut que ça ait de l'efficacité, il faut le faire au niveau européen. Ça fait partie des projets qu'on porte. Une taxation du CO2 et une taxe aux frontières. Vous pensez convaincre l'Allemagne sur le... On va tout faire. Je constate que malheureusement, elle n'est pas signataire du texte qu'on a proposé, mais les Pays-Bas sont avec nous. On a 8 autres membres. Mais on va avancer, moi c'est ce à quoi je crois. Vous savez, beaucoup de gens disent « Ah, la France a des ambitions, elle propose, donc elle est toute seule ». C'est pas vrai. D'abord, si on ne propose pas, il y a peu de chances qu'on avance. Donc on propose et il faut avoir de l'ambition. Ensuite, on arrive à agréger autour de cette ambition. Là, on a 8 États membres qui sont venus avec nous sur cette ambition écologique, y compris certains qui doutaient. Je suis convaincu que l'Allemagne finira par nous rejoindre, y compris sur ce sujet. Il y aura une décision, il y aura une discussion sur l'Iran et je vais répondre à cette dernière question avant de partir. Mais sur l'Iran, moi je serai très clair, depuis le début la France a la même position. Nous avons contribué à négocier cet accord. La France d'ailleurs à l'époque a même beaucoup poussé pour qu'il soit plus exigeant que ce que les États-Unis étaient prêts à accepter. Je pense que cet accord est un bon accord et une bonne base. Il doit être complété, je le dis depuis l'été 2017, pour moi par 3 composantes. Une exigence sur le nucléaire iranien post-2025, un accord sur l'activité balistique et une clarification, plutôt un accord là aussi pour encadrer l'activité régionale de l'Iran. Sortir de l'accord nucléaire de 2015, c'est une erreur parce que c'est détricoter ce qu'on a déjà fait. C'est pourquoi la France y reste, y restera, et que je souhaite très profondément que l'Iran puisse y rester. Et c'est à nous de travailler pour convaincre les uns et les autres, et aussi l'Iran, d'y rester. Il y a une pression qui est faite, elle est en réaction avec une décision américaine, mais je pense qu'il ne faut pas tomber dans la fébrilité, il ne faut pas tomber dans, si je puis dire, l'escalade, et il faut collectivement qu'on veille à notre sécurité collective, et donc à préserver la présence de l'Iran dans cet accord. Je vous remercie d'avoir filé. Je vous réponds tout à l'heure. Merci. President, are you missing the break? Always. Always.
Good morning, how are you? I'm in English, if that's okay? Yes, of course. I want to ask you about trade, if that's all right. The EU is now prepared to begin trade negotiations with the United States. That's the Commission's job. It's nothing to do with the Parliament. But ultimately, I want to know, ahead of these elections, do you think that the European stance on its relationship with the United States, when it comes to trade, is likely to remain the same as it is today? Yes, we are in favor of a good agreement with the United States of America. But we need more Europe, a stronger Europe, if you want to protect European citizens, but also we want to protect the European companies. We are under pressure by the Chinese. For this, I think it's important for me to strengthen the cooperation with the Americans and then to react and for achieving a good solution with China. But we are working hard in defense of our interests. Without Europe, it's impossible to do it. Do you think you'll be a more aggressive Europe when it comes to trade, especially when it comes to China? Yes, but They have Macron. If you could just... We just want to film Macron when he comes. This doesn't have if you stand here, sorry. No, seriously, we need this picture and he has to see our microphones and everything. Bonjour, Monsieur le Président. Ici. Monsieur le Président! Sì, buongiorno da CDU, Michele, partecipate molto alla festa dell'Europa, riunione informale dei capigruppo del governo e del Consiglio. Conte ha regalato l'Italia molto di presidenza del Parlamento, è un processo tutto italiano, certo la presa delle nomine è una partita che dovremo lavorare molto bene perché avere una This is a session with the European Parliament, meaning
so far we have no bad commitment. Not so many difficulties inside the community.
Grazie.